La Renaissance marque les arts en France au XVIe siècle. Mais que désigne vraiment ce mot? Qu'est-ce qui renaît au juste? Alors, pour comprendre cette période et ce courant, direction l'Italie. C'est ici, dès le XIVe siècle, que des hommes de lettres comme Pétrarque redécouvrent l'Antiquité et se plongent dans la lecture des textes d'Aristote, d'Ovide ou de Pline l'Ancien. Ces érudits, on les appelle les humanistes. Ils ne se contentent plus des interprétations véhiculées jusqu'ici par l'Église, ils veulent revenir aux sources de la connaissance. L'Antiquité devient donc un modèle pour les sciences, la politique et l'art. La Renaissance est souvent perçue comme le début des temps modernes. L'homme y tient une place nouvelle, une place centrale. En explorant son passé, il cherche aussi à le surpasser et sa curiosité inépuisable le conduit vers de formidables inventions. La Renaissance devient vite un phénomène européen, grâce notamment à l'imprimerie. Lorsque Gutenberg perfectionne l'imprimerie vers 1450, il offre un moyen d'échanger des idées et des images bien au-delà des frontières. Il permet surtout la publication d'ouvrages imprimés sur papier et illustrés par des gravures. Alors évidemment, ce progrès ne concerne à l'époque qu'une faible population. Mais voyez à quelle vitesse les idées de Luther et de la Réforme se propagent dans toute l'Europe. Elles déclencheront de longues guerres de religion entre catholiques et protestants. N'oublions pas une date essentielle de la Renaissance, 1492. Cette année-là, Christophe Colomb, un navigateur génois au service du roi d'Espagne, tient le pari fou d'écourter son trajet pour les Indes en suivant la route de l'Ouest. Il découvrira, sans le savoir, l'Amérique. Toutes les découvertes sont liées au progrès de la navigation moderne, à l'étude des cartes anciennes, à l'attrait économique et surtout à l'envie de dépasser la connaissance admise jusqu'ici. Après une vie consacrée à l'étude des anciens et du ciel, l'astronome Copernic conclut que la Terre n'est peut-être pas immobile au centre de l'univers. Né en Pologne, le savant a étudié la théologie avant de s'orienter vers l'astronomie, tout en enseignant les mathématiques. Ce profil éclectique reflète bien ce que sont les humanistes de la Renaissance. L'éducation humaniste se développe d'abord à la demande des artisans, des commerçants qui ont besoin pour leurs enfants d'avoir un minimum de connaissances à la fois en lecture et en compte pour leur avenir professionnel. L'éducation humaniste va reposer sur un certain nombre de principes, notamment le fait de ne pas se limiter à la culture religieuse, mais de pouvoir associer culture religieuse et culture antique. De plus, le précepteur ou l'enseignant va devoir s'adapter à l'élève, l'écouter, le faire parler. Il ne s'agit pas du tout de faire répéter une leçon. Et l'éducation humaniste va répondre aussi aux grands principes, un corps sain dans un esprit sain. Des orgies pantagruéliques, des beuveries gargantuesques. C'est ça Rabelais, enfin c'est ce qu'on veut bien nous faire croire. À la fois moine et anticlérical, catholique et libre penseur, médecin et bon vivant, l'homme était plein de paradoxes. Derrière la bouffonnerie se cacherait donc une critique des élites. Rabelais va se moquer des tenants des pouvoirs, c'est-à-dire de tous les représentants du pouvoir, que ce soit le pouvoir religieux qu'il conteste de manière virulente. Les théologiens de la Sorbonne sont ses premiers, adversaires, les sorbonnagres ou les sorbonicoles, comme ils les appellent. Ces tenants d'un savoir confiné, d'un savoir qui est réduit, au contraire, lui veut cette renaissance du savoir, cette réinterprétation des textes. Gargantua est un jeune géant. Dans son enfance, il passe son temps à boire, manger. C'est un personnage un petit peu grossier également. Et par contre, on va découvrir l'intelligence de ce personnage grâce à son invention du torche-cul. C'est un passage typique de l'écriture rabelaisienne qu'on peut qualifier de carnavalesque. C'est-à-dire qu'on va aller à la fois du côté du grossier à travers l'évocation donc de ce torche-cul et en même temps dans l'évocation de quelque chose de plus sérieux qui est déjà cet esprit expérimental du personnage. Un enfant intelligent doit répondre à une éducation intelligente et c'est ce que va chercher à donner son père. D'abord, les premiers essais éducatifs sont des échecs. Le personnage va devenir bête, peu stimulé intellectuellement. L'éducation se limite à des questions religieuses. Et ensuite, le personnage va être amené à découvrir une nouvelle forme d'éducation, cette fois-ci beaucoup plus complète, où toutes les matières sont envisagées, c'est-à-dire qu'on va traiter à la fois des sciences, de l'art, des lettres, de la religion. On va aussi s'intéresser à l'hygiène de vie du personnage.
Et tout ça va se faire à travers une discussion avec le précepteur de Gargantua. Pour finir, on va donc découvrir un personnage dont l'éducation va être positive. Et à la fin du roman de Gargantua, c'est Gargantua lui-même qui forme sa propre école éducative. C'est l'abbaye de Thélème. Et dans cette abbaye, la seule règle est « fais ce que voudras ». C'est-à-dire que chaque enfant a la liberté de faire ce qu'il souhaite. Et par son goût naturel qui va le pousser vers de bonnes choses, en fait, l'enfant va apprendre toute une série de choses différentes et va pouvoir devenir à son tour un humaniste.